Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler un petit peu de la tech autoritaire, des technofascistes. Avant de vous lire un article du Monde diplomatique du mois de novembre, qui s'appelle « Le coup d'état de la tech autoritaire », évidemment je vous rappelle à nouveau qu'il y a cette vidéo que moi j'ai beaucoup appréciée, les intervenants sont très compétents. Une vidéo de Blast qui s'appelle « Comment les technofascistes ont pris le pouvoir ». Alors, je ne partage pas toutes les opinions de Blast, parfois il m'arrive qu'il y ait des titres de vidéos qui m'énervent, bon. Mais là-dessus, je les rejoins à 100%. Tant pis pour ceux qui sont pas d'accord, tant pis pour ceux qui adorent Trump ou machin, mais essayons d'être objectifs. Je sais pas si vous vous souvenez, sur mon ancienne chaîne principale, en novembre 2021, j'avais sorti une vidéo qui s'appelait « Synarchie, complexe militaro-industriel et extrême droite ». Bonsoir à vous tous. Alors, ce soir dans cette vidéo, je vous parlerai de synarchie, d'extrême droite ultralibérale dans le monde, et de vente d'armement. Et en fait, je voulais dire exactement cette même chose-là. Je le sentais venir au niveau mondial. On avait aussi Bolsonaro au Brésil, on avait, enfin, vous voyez. Et pour moi, ce qu'on appelle aujourd'hui technofascisme, moi je vais employer un terme plus ancien, mais qu'on nous a fait complètement oublier. Mais ça décrit vraiment ça, hein, cette espèce de conspiration cachée d'une partie de la droite et de l'extrême droite, qui est finalement en lien avec le complexe militaro-industriel, etc. C'est ce qu'on appelait la synarchie. Hein. Pour moi, le technofascisme est une des sous-sections de ce qu'on appelait avant la synarchie. Terme qui est complètement passé de mode, enfin qu'on a fait complètement... parce que ça définissait assez bien les choses, et il y a plusieurs synarchies, hein, c'est pour piéger les gens un peu, c'est comme quand on dit la gnose, ou etc. Je parle de cette synarchie de droite et d'extrême droite, avec des hauts fonctionnaires et cette bureaucratie qui fait des alliances secrètes avec un certain pouvoir militaire, un certain complexe militaro-industriel, voire Big Pharma, etc. Vous voyez ? Donc, je vais vous lire l'article du Monde diplomatique. Des fonctions régaliennes capturées par le privé, le coup d'état de la tech autoritaire. Une nouvelle puissance se cristallise à Washington. Plus pressée, plus idéologisée, plus privatisée que tous les complexes militaro-industriels antérieurs. La tech autoritaire ébranle les fondations de la démocratie comme jamais cela ne s'était vu depuis les débuts du numérique. La Silicon Valley ne se contemple plus de produire des applis, elle bâtit des empires. Article par Francesca Bria. En juillet dernier, dans les tréfonds de la machine bureaucratique du Pentagone, l'armée américaine a tranquillement sacrifié un pan essentiel de sa souveraineté sous couvert de rationalisation administrative. Agrégation de 75 contrats distincts, l'accord de 10 milliards de dollars signé avec Palantir Technologies est l'un des plus ébouriffants de l'histoire du département de la Défense. La transaction entérine le transfert de fonctions militaires cruciales à une entreprise privée, dont le fondateur, M. Peter Thiel, déclare ouvertement que liberté et démocratie ne sont plus compatibles. Peut-être qu'il faudra qu'on pense à boycotter un certain outil que Boutku utilise, vous savez, pour les transactions, les paiements en ligne. Hein, faudrait commencer peut-être à boycotter cette personne, je ne sais pas. Des décisions relatives à la détermination des cibles, au mouvement de troupes et à l'analyse des renseignements seront ainsi de plus en plus fréquemment prises à l'aide d'algorithmes régis non par le commandement militaire, mais par un conseil d'administration responsable devant ses actionnaires. L'armée n'achète pas ici un simple logiciel, elle cède son autonomie opérationnelle à une plateforme dont elle ne pourra plus se passer. Là aussi, hein, comme certaines plateformes de paiement, si vous voyez ce que je veux dire. Au-delà de Palantir, toute une coalition d'entreprises, d'investisseurs et d'idéologues réunis sous la bannière du patriotisme, entre guillemets, s'emploie à construire un système planétaire de contrôle technopolitique, la stack autoritaire, par analogie avec la stack technique, qui désigne l'ensemble des technologies utilisées pour construire une application. Ce système de contrôle est un empilement de plateformes de serveurs distants, de modèles d'intelligence artificielle, de rails de paiement, de réseaux de drones et de constellations de satellites. Là où l'autoritarisme traditionnel recourt à la mobilisation des masses et à la violence d'État, cette forme de pouvoir s'appuie sur l'infrastructure technologique et la coordination financière, rendant la résistance classique non seulement difficile, mais organiquement obsolète. On trouve aux commandes les figures les plus droitières de la Big Tech, messieurs Thiel,
donc PayPal, Palantir, etc. Elon Musk, Marc Andreessen. Alors Marc Andreessen, je crois que j'en avais parlé dans une vidéo. Si je me trompe pas, c'est celui qui est derrière la monnaie mondiale, là. Cette monnaie mondiale qui s'appelle maintenant World ou WorldCoin. Je vous en avais parlé dans une vidéo. David Sachs, Palmer Luckey, Alexander Karp, dont les investissements servent son projet politique clair, redéfinir la souveraineté comme une classe d'actifs privés. Cette capture des infrastructures critiques de l'État se manifeste dans 5 domaines stratégiques: les données personnelles, la monnaie, la défense, les communications par satellite et l'énergie. Tout commence par la prise en main de l'architecture logicielle. Le contrat à 10 milliards conclu fin juillet confirme ce que les initiés savaient déjà. Palantir, cette société dont M. Stephen Miller, chef de cabinet adjoint de la Maison-Blanche, détiendrait pour quelques 250 000 $ d'actions, tient désormais lieu de système d'exploitation par défaut du gouvernement américain. Je fais une petite parenthèse ici. C'est la raison pour laquelle ceux d'entre vous qui apprécient Trump, etc., il faut quand même garder les yeux ouverts et rester objectif, parce qu'on ne peut pas d'un côté critiquer BlackRock, Palantir au niveau sécurité et qui espionne les gens, etc., et ignorer la relation de Palantir avec Trump qui dirige le pays, je veux dire. Vous voyez ce que je veux dire? Vous ne pouvez pas faire totalement abstraction de ça. Vous ne pouvez pas critiquer l'un et aimer l'autre. C'est compliqué quand même. Dans le domaine militaire, il intervient sur le champ de bataille, la chaîne logistique, la gestion du personnel et le renseignement. Sa plateforme Foundry, initialement développée pour la contre-insurrection en Irak, a fait le bonheur du département de l'efficacité gouvernementale, DOGE, en automatisant, via des algorithmes politiquement orientés, l'élaboration du budget, l'éligibilité aux aides sociales, les remboursements médicaux et les pensions d'anciens combattants. Un autre outil de Palantir, Immigration OS, permet à la police de localiser les étrangers en situation irrégulière et de gérer les flux d'arrestation et d'expulsion. Alors, je vais vous dire, je vais faire une petite parenthèse, je vais vous dire clairement quelle est mon opinion au sujet de ces technologies qui aident au rafle, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, quand même. Alors, on peut trouver 10 000 raisons à l'expulsion de ces Mexicains, etc. aux États-Unis. Oui, il a décidé de fermer les frontières, de stopper l'immigration parce que il y avait du trafic d'enfants qui entrait par le Mexique. Il y avait aussi toute la drogue, évidemment, qui entre par là. Donc, en fait, c'est une manière de... Oui, on peut trouver plein de raisons. Mais c'est vrai que, sans explication, comme ça, quand on voit les vidéos de ce qui se passe aux États-Unis, avec 15 mecs qui coursent un pauvre Mexicain, alors que ces mêmes Américains utilisent les Mexicains comme de la main-d'œuvre pas chère, un petit peu comme en France avec d'autres personnes. Suivez mon regard, hein, dans le BTP, tout ça, vous voyez ce que je veux dire? Donc, on peut pas jouer sur 2 tableaux, en fait. Et moi, je trouve que ça ressemble à des rafles, je suis désolé. Et ça rappelle un petit peu, vous savez, ce qu'un certain dirigeant allemand, dans les années 30, qui faisait appel à la société IBM, je le rappelle, et ses machines à calculer, pour trier tous les dossiers des juifs qui étaient déportés et d'autres personnes aussi, et pour établir des statistiques, etc. Hein, les machines à trier d'IBM. Vous avez un auteur qui en parle, qui avait écrit un livre, comment il s'appelle, Stephen Black, enfin je vous avais lu une partie de son ouvrage. Vous voyez donc, quand les sociétés technologiques, etc., aident les gouvernements à trier les gens selon leur race, selon leur statut, vous voyez ce que je veux dire? Ça commence à devenir dangereux quand même, hein. Je continue. Si Palantir forme la colonne vertébrale de l'État autoritaire en matière de données, Anduril en est le bras armé. Cette compagnie cofondée par messieurs Luckey, le créateur d'Oculus, et Trae Stephens, un ancien de Palantir, transforme la maîtrise de l'information en puissance de combat autonome. Valorisée à 30 milliards de dollars, 30,5 exactement, un montant qui reflète autant sa réussite commerciale que son entreprise croissante sur des infrastructures militaires cruciales, elle détient plus de 22 milliards en contrats de défense. Sa plateforme Lattice combine flux satellite, images radar et photos de terrain au sein d'un système de commandement unique capable de planifier et d'exécuter des opérations à la vitesse de l'éclair. Anduril se targue d'atteindre une autonomie de niveau 5, décollage, identification de la cible, frappe et retour au bercail sans intervention humaine. Ça nous rappelle un petit peu quand même les gros dérapages pendant les guerres d'Irak et d'Afghanistan quand même, hein. Je sais pas si vous vous souvenez. On peut pas soutenir ça en fait, c'est pas possible.
Parce que je vais essayer d'élargir ça à quelque chose qui pourrait être... Imaginons dans 5 ans ou 10 ans, là je fais une parenthèse, ils élargissent à un individu suspect, par exemple, à quelqu'un qui critique le gouvernement, qui est complotiste. Vous allez me dire, ah mais non, mais Trump, jamais il sera contre les complotistes. Mais vous en savez rien, quel virage il peut opérer dans quelques années. Quelqu'un qui critiquera son gouvernement, bah, il dira, voilà des complotistes à éliminer. Donc vous aurez un drone qui aura identifié telle personne qui va à son travail, hein, qui est contre le gouvernement. Hop, le drone abattra la cible, d'accord ? Sans savoir si cette personne est réellement coupable, est un danger pour la société ou non, etc. Voilà, faut quand même dire les choses et comment est-ce que ça pourrait se développer dans le pire des cas. Hein. Je continue. Autonomie est aussi le maître mot de l'initiative Unleashing US Military Drone Dominance, débrider la domination militaire américaine en matière de drones, annoncée en juillet par le secrétaire à la Défense Peter Hegseth, qui vise à l'intégration complète de systèmes d'armement autonomes d'ici à 2027. Donc là aussi, hein, autonomie. Mais comment est-ce qu'ils auront été programmés? Avec quels critères? Du genre, en langage informatique, si le truc a été programmé, genre, if telle personne est de couleur, alors tirer. C'est quoi la programmation du truc? Qui seront les gens qu'ils auront programmés et quels seront les garde-fous en matière de je sais pas moi, de liberté de l'individu, tout ça. Je continue. Un peu plus haut dans le ciel, Starshield, la constellation de satellites militaires secrets de SpaceX, marque la privatisation d'un domaine qui relevait jusqu'alors de la compétence exclusive de l'État, les communications en orbite terrestre basse. Promue comme une infrastructure souveraine, entre guillemets, elle reste en fait détenue et contrôlée par la société de M. Musk. Quand les communications sur les théâtres de guerre de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, OTAN, dépendent d'un homme qui soutient ostensiblement les partis d'extrême droite européens, l'autonomie de la défense devient une pure chimère. Le Pentagone étudie la possibilité d'utiliser Starship, la fusée de SpaceX, comme plateforme logistique pour déplacer troupes et matériel à travers le globe en moins d'1 heure. D'autres solutions telles que le GovCloud d'Amazon Web Services, vous savez, le service d'Amazon qui marche tellement bien, il y a une semaine, il y a eu un gros blackout de leur serveur, une partie de leur serveur pendant 2 ou 3 jours. Ils en parlaient pas aux infos du soir, bizarrement. Hein, ou Azure Government de Microsoft, en partenariat avec OpenAI, Meta et Anthropic, font désormais partie intégrante d'opérations militaires et de renseignements secrètes. Là encore, la souveraineté, entre guillemets, qu'elles promettent se traduit surtout par de l'opacité pour les citoyens qui perdent tout droit de regard et un fil à la patte des gouvernements de plus en plus captifs d'infrastructures industrielles privées. Hein, et donc, je le rappelle, privées de sociétés qui ont leurs propres critères. Si demain, un gouvernement décide de chasser les gens qui sont roux, vous voyez, vous pourriez être concerné. Je plaisante à peine, là. Faut pas se dire, ah non, moi je suis protégé parce que je suis quelqu'un de blanc, je suis de droite, donc ils me verront d'un bon œil. Non, pas forcément. Pas forcément. Déjà, dites pas, vous avez rien à cacher parce que vous avez toujours quelque chose à cacher, comme disait John McAfee, parce que l'humain est imparfait par nature. Et deuxièmement, ne vous sentez pas protégé ou pas concerné parce que vous croyez être une personne qui ne sera pas... Vous n'en savez rien, vraiment. Je vous le dis. Je continue. Convergence et connivence. Alimenter les fermes de serveurs qui propulsent ces outils nécessite un courant stable et puissant que seules les technologies nucléaires avancées peuvent fournir à l'échelle voulue. Alors, petite parenthèse, c'est un petit peu ce que dit Bill Gates dans sa dernière interview, là, d'ailleurs avec un journaliste trop bizarre qui a un œil qui glitch, qui a un œil de reptilien. Je vous invite à aller la voir, c'est l'interview sur la chaîne CNBC, où Bill Gates, si j'ai bien compris, il dit que ça sera directement en relation avec l'énergie nucléaire, l'alimentation des serveurs, de l'IA, etc. Fin de la parenthèse. L'usine d'enrichissement d'uranium de General Matter, la première aux mains d'intérêts privés sur le sol américain depuis 2013, est financée en partie par le Founders Fund de M. Peter Thiel, lequel siège au conseil d'administration, et géré par d'anciens ingénieurs de SpaceX. La convergence n'est pas fortuite. Pour le secrétaire à l'énergie Christopher Wright, le nucléaire de demain répond à une question de domination technologique bien plus que d'indépendance énergétique. L'IA est une industrie énergivore. Plus vous investissez d'énergie, plus vous produisez d'intelligence.
Pour comprendre comment cette capture a pu s'opérer si rapidement, il suffit d'observer les protagonistes. Aujourd'hui, le pantouflage ne se limite plus à un mouvement de va-et-vient entre gouvernement et industrie. Il y a imbrication de ces deux univers au sein d'une nouvelle architecture de pouvoir. Monsieur James D. Vance, actuel vice-président, aurait probablement connu une ascension politique moins fulgurante si Monsieur Peter Thiel ne l'avait pas aidé en 2022 à remporter son siège de sénateur de l'Ohio via une contribution de 15 millions de dollars, la plus importante donation individuelle à un candidat au Sénat. Monsieur Michael Kratsios, ancien bras droit du même Peter Thiel, dirige maintenant le bureau de la politique scientifique et technologique de la Maison-Blanche. Monsieur Michael Obadal, nommé en mai sous-secrétaire à l'armée, le deuxième rang civil dans la hiérarchie du Pentagone, a occupé un poste de direction chez Anduril et détenait encore pour 1 million de dollars d'actions de la société lors de sa confirmation par le Sénat en septembre. Monsieur Grégory Barbatia a passé 10 ans à la division renseignement de Palantir avant de devenir directeur des systèmes d'information du gouvernement fédéral, où il supervise des programmes d'intégration de données qui enrichissent directement son ancien employeur. Monsieur Clark Minor, son homologue au département de la santé et des services sociaux, était un haut responsable chez Palantir, compagnie qui a bénéficié de près de 300 millions de dollars de contrats de ce même département entre 2021 et 2024. Le summum est peut-être atteint avec le détachement 201, une unité créée en juin par le Pentagone pour encourager l'innovation, qui comprend 4 poids lourds de Palantir, Meta et OpenAI, élevés au grade de lieutenant-colonel. On brouille ainsi à dessein la frontière entre sous-traitants et commandants, entre quête de profit et défense nationale. Maintenant, suivez les capitaux et le plan se dévoile. L'ossature est formée par Founders Fund, navire amiral de M. Thiel, fort de 17 milliards de dollars. En juin, il a dominé le dernier tour de financement d'Anduril avec une participation de 1 milliard. Positionné très tôt dans le renseignement et les communications satellites, il est le premier actionnaire institutionnel de Palantir de SpaceX. À rebours du capital risque traditionnel, plus passif, le fonds intervient directement dans les choix stratégiques d'entreprise qui redéfinissent le périmètre de l'État. Monsieur Stephens est en même temps président exécutif d'Anduril et associé ses Founders Fund. Monsieur Delian Asparouhov, un autre associé, est aux commandes de Varda Space Industries, qui ambitionne de construire la première station spatiale à usage industriel. Monsieur Scott Nolan, président-directeur général de General Matter, a lui aussi conservé ses fonctions au sein du fonds. Créé par des proches de messieurs Thiel et Vance, 1789 Capital symbolise à la fois la mutation dynastique du capital risque et le lien qu'entretient le pouvoir présidentiel avec les profits de l'armement. L'arrivée de monsieur Donald Trump Jr., le fils du président, en tant qu'associé en novembre 2024, s'est traduite par un changement d'échelle. Parti de 150 millions de dollars, le fonds pèse désormais plus de 1 milliard. Champion autoproclamé de, je cite, l'investissement patriotique. ça rappelle quand même les années 30 en Allemagne quand même. Je suis désolé, vous pensez ce que vous voulez, mais je peux pas m'empêcher de le penser. Il a déjà injecté plus de 50 millions dans l'empire de Monsieur Musk, SpaceX pour la domination spatiale, XAI pour l'IA militaire. Avec 600 millions de dollars d'actifs, le fonds American Dynamism, lancé par Andreessen Horowitz, donc je le rappelle qui est un des investisseurs aussi de près ou de loin du projet WorldCoin, investit dans la technologie de défense et soutient les individus qui construisent l'Amérique. Voilà, donc je vais faire une petite parenthèse ici qui est indispensable, parce que imaginons vous croyez à ces investissements patriotiques. En fait, c'est juste un prétexte. Je vais vous dire exactement pourquoi. Je vous avais fait une vidéo qui parlait d'Andreessen Horowitz, donc qui est un fonds de pension qui investit dans la technologie de défense, etc. Et qui, soi-disant, soutient les individus qui construisent l'Amérique. Sauf que derrière, il bouffe à tous les râteliers. Derrière, il y a aussi des projets mondialistes, je vous rappelle. WorldCoin, en mai 2025, avait levé 135 millions de dollars auprès d'Andreessen Horowitz pour financer l'expansion de son réseau. Et je le rappelle, WorldCoin, son objectif, c'est de créer une identité biométrique vérifiée numériquement. Le financement permettra de collecter des données biométriques et d'émettre la World ID, c'est-à-dire l'identité mondiale, la carte d'identité mondiale. WorldCoin souhaite se concentrer sur le marché américain en continuant, etc. Et WorldCoin, c'est la société de Sam Altman. La Fondation mondiale ambitionne
de préparer l'humanité à l'émergence d'une intelligence artificielle générale. Voilà. Donc c'était juste pour vous montrer les contradictions dont n'ont pas peur ces sociétés-là qui sont patriotiques quand ça les arrange et qui sont mondialistes quand ça les arrange, hein, faut quand même le dire. Hein. Voilà. Mais soi-disant, ils construisent l'Amérique. Monsieur Andreessen lui-même avait battu le rappel des milliardaires de la Silicon Valley pour soutenir la candidature de Monsieur Trump en 2024. Plus discrets, les géants 8VC et General Catalyst n'en sont pas moins influents. Monsieur Joseph Lansdale, fondateur de 8VC et cofondateur de Palantir, a œuvré avec Monsieur Musk au sein de l'organisation America PAC, instrument essentiel de la victoire de Monsieur Trump. General Catalyst a mené un tour de financement de 1,48 milliard de dollars pour Anduril et 8VC a investi 450 millions dans l'entreprise de défense. La stratégie porte ses fruits. En 2025, Palantir caracole en tête de l'indice boursier S&P 500 avec des résultats trimestriels qui dépassent le milliard, tirés par une hausse de 53% dans le secteur des contrats publics. Quand votre client ne peut pas vous quitter parce que vous êtes devenu son système d'exploitation, cela ne s'appelle plus du profit, mais du pouvoir. Alors, je vais faire une autre parenthèse à ce propos. Je me souviens plus, mais il y a un terme pour ça. De toutes ces sociétés qui semblent exploser en bourse, comme Nvidia avec sa capitalisation de plus de 5 000 milliards de dollars. En fait, ce qu'on ne vous explique pas en détail, c'est que... Je vais vous donner un exemple. Vous avez, par exemple, une société comme Microsoft qui va avancer de l'argent à d'autres sociétés comme Nvidia, etc. avec un accord qui leur permet plus tard à Nvidia d'être certain d'acheter les produits de Microsoft, ou vice-versa, hein, ça marche dans les deux sens. Et donc, ainsi, vous gonflez artificiellement les capitalisations de ces entreprises, puisqu'il y a le facteur confiance aussi, enfin, sur le moment, qui fait que, ah bon, bah, ils travaillent avec Microsoft, alors oui, effectivement, je vais investir dans des actions Nvidia, etc. Mais finalement, vous avez une capitalisation qui enfle artificiellement, alors qu'en fait, ils sont tous en train de se prêter de l'argent entre eux. Ils créent eux-mêmes une hype entre eux, en circuit fermé un petit peu, pour finalement continuer à survivre dans quand même ce capitalisme qui est en train de se casser un peu la gueule, enfin du moins l'ancien capitalisme, et ils sont là comme ça en train de se soutenir entre très gros du secteur, et ils essayent de rester gros entre eux. À une époque, c'était par le biais des fusions-acquisitions, c'est-à-dire que les plus petites sociétés se faisaient régulièrement acheter avec des offres agressives d'achat pour appartenir à des sociétés comme Bayer, Monsanto, etc., pour devenir toujours plus gros, mais dans tous les domaines. Et maintenant, grâce à ce terme que j'ai oublié momentanément, ils se prêtent de l'argent entre eux. C'est comme si, je sais pas moi, Leclerc ou Carrefour payaient à l'avance, avançaient de l'argent à ses fournisseurs. Non, plutôt l'exemple inverse. C'est comme si des fournisseurs de Carrefour ou Leclerc avançaient de l'argent aux centrales d'achat de Leclerc en ayant la promesse qu'on achète leurs produits. Enfin, je sais pas si vous voyez le truc. C'était juste un exemple. Hein. Je continue. Donc un pouvoir qui menace désormais autant la souveraineté européenne que la démocratie américaine. En Italie, les responsables de la défense envisagent de confier à Starlink le système de Monsieur Musk. Vous savez, c'est peut-être pour ça qu'ils s'entendent aussi bien, Musk et Meloni, là. Ça aussi, hein. Meloni, soi-disant... C'est pour ça qu'il faut se méfier d'une certaine droite, parce que les gens, ils votent pour des gens comme ça, ils ont voté peut-être pour Meloni en se disant... ah là là, c'est bien, c'est une conservatrice, elle va remettre de l'ordre et tout. Non, ils remettent aucun ordre. Par contre, ils font avancer cette société autoritaire, et ils font des deals avec des sociétés privées étrangères, pour toujours plus vous surveiller, etc. C'est ça qui se passe en fait, c'est toujours la même chose. Je continue. Donc, ce système de Monsieur Musk, la gestion de leur communication cryptée par satellite. En Allemagne, où l'utilisation des outils de surveillance de Palantir par la police de plusieurs Länder, la Hesse, la Bavière et la Rhénanie du Nord-Westphalie, a provoqué de vives protestations ainsi qu'un recours devant la Cour constitutionnelle. Les autorités fédérales n'excluent pas de les généraliser à l'ensemble du pays. La Bundeswehr, elle, se trouve pieds et poings liés à Anduril, donc c'est l'armée allemande, hein, si je ne me trompe pas, depuis que Rheinmetall, premier groupe de défense allemand,
a annoncé le 18 juin dernier son partenariat avec la société américaine. Des versions européennes, entre guillemets, des missiles Barracuda et des drones autonomes Fury pourraient être déployés au niveau de l'OTAN. En réalité, l'architecture sous-jacente reste américaine. Les systèmes européens utilisent Lattice, reçoivent continuellement des mises à jour des serveurs californiens et fonctionnent dans un cadre paramétré par la Silicon Valley. Voilà où il est, le complexe militaire-industriel. Et je vous invite à regarder des films comme The International, l'enquête The International. Le Royaume-Uni a atteint un stade de dépendance encore plus avancé. Depuis 2023, le National Health Service, le NHS, gère les données de dizaines de millions de patients via la Federated Data Platform de Palantir, qui lui a coûté 330 millions de livres sterling. Le gouvernement a pourtant dû payer 8 millions de livres au cabinet d'audit KPMG en mai dernier pour tenter de vaincre les réticences de certains groupes hospitaliers à adopter l'outil. Vous parlez d'un audit indépendant, hein, putain. Il faut croire que la bride tenue par M. Peter Thiel n'était pas encore assez courte, puisque Londres a aussi conclu en septembre dernier un partenariat de défense à 1,5 milliard de livres, qui fait du pays l'une des plaques tournantes des systèmes d'IA militaires de Palantir. Et pendant ce temps-là, vous avez des Anglais qui crèvent la faim et qui peuvent même pas se faire refaire des dents parce qu'ils sont pas remboursés par les sécu, tout ça. Tout va bien, tout va bien. Ces décisions n'ont pas donné lieu à des débats parlementaires dignes de ce nom. Peu d'entre elles ont fait la une des journaux. Elles révèlent pourtant avec quel empressement les gouvernements du vieux continent, qui se gargarisent d'autonomie stratégique, sont prêts à céder de leurs prérogatives à des plateformes américaines dont les dirigeants méprisent ouvertement les démocraties européennes. Et on dirait que, je refais une parenthèse, on n'a pas appris les leçons de Sun Microsystems, vous savez, en Suisse et dans d'autres pays. Je vais remettre les pieds dans le plat, mais Sun Microsystems, c'était des systèmes clés en main informatiques dont les commerciaux faisaient du lobbying extrême pour équiper les universités suisses, mais aussi d'autres pays, hein, Allemagne et tout, les universités, les administrations, etc. Et on s'est aperçu que, oh là là, c'est bizarre, il y avait des portes dérobées dans ces systèmes. Ce qui fait que Sun Microsystems, qui était piloté peut-être par certaines officines de renseignement, ils avaient accès à toutes les données des serveurs. Oh bah tiens donc. Hein? Et donc là, on va recommencer. Hein, le vieux continent qui se gargarise d'autonomie stratégique. On est prêt à céder nos prérogatives à des plateformes américaines. Voilà. Les intellectuels oligarques. À chaque nouveau contrat, le piège se resserre. Lorsque les services de l'État ne peuvent plus fonctionner sans Palantir, que les drones d'Anduril deviennent la norme au sein de l'OTAN et que les modèles d'IA qui font tourner tout le reste sont alimentés par des centrales nucléaires, il n'y a plus de retour en arrière possible. Ce qui se dévoile alors n'est pas une mainmise industrielle classique, mais une mutation fondamentale de la souveraineté. D'autorité politique exercée via des institutions relativement démocratiques, elle se transforme en capacité technique contrôlée par des intérêts privés. Mais regardez, petite parenthèse, le bordel que ça a fait dans les administrations et dans la gendarmerie. Puis j'ose même pas savoir quel système informatique équipe, je sais pas, la DGSE, la DGSI, tout ça. Ou la DCRI. Les gendarmes là, qui étaient dépendants de Windows 10 qui dit « Ah bah on va faire migrer tous les postes vers Windows 11. Vous avez pas le choix ?» Oula, panique. Mais j'ai envie de dire, mais pourquoi on utilise Windows dans l'administration française? Je veux dire, on n'est pas capable de créer un système d'exploitation qui nous est propre. Qu'est-ce que c'est que ce bordel, franchement? Et on s'en préoccupe au dernier moment. Ouh là là, on va passer à Windows 11. Ah merde. En plus, quand on savait déjà les portes dérobées potentielles qu'avait le système Windows 10 déjà, ça devrait nous calmer. Non, pas du tout. Pendant qu'à Bruxelles, on palabre sur la souveraineté numérique, les pays européens signent des partenariats qui hypothèquent leur autonomie et encodent la logique antidémocratique dans les structures mêmes du pouvoir. La métamorphose politique de la Silicon Valley marque la maturation de ce que Evgeny Morozov appelle les intellectuels oligarques. Ces nouveaux législateurs qui utilisent l'infrastructure technologique pour propager leur évangile et bâtir une gouvernance post-démocratique. Ce qui avait débuté comme un repli libertarien se métamorphose en prise de contrôle autoritaire. C'est clair. C'est pour ça que les gens n'ont pas compris. Moi-même, des fois dans des vidéos, je disais « C'est étrange avec des gens comme Musk et tout, quand même. » Il y a quelques années. Hein.
ils se décrivent comme libertariens, etc., mais ils sont de droite et conservateurs quand même sur d'autres choses. Et finalement, je me disais, mais qu'est-ce qui nous cache? Ce qui nous cachait, c'était la prise de pouvoir autoritaire, hein, finalement. Libertarien, mon cul, enfin, je veux dire, c'est surtout un retour à de l'autoritarisme et surtout de la surveillance de masse, hein, je le rappelle. Certains vont dire, oui, non, mais c'est bien, les conservateurs, au moins, ils respectent les traditions, tout ça. Non, ils respectent rien du tout. En fait, ils sont de mèche avec le capitalisme mondialiste, et ils cherchent à vous surveiller. Voilà, c'est tout. Tout ce qu'ils font. Ceux qui hier entendaient se soustraire à l'autorité des États en créant des nations autonomes au milieu de l'océan, là aussi je vous invite à vous renseigner sur Peter Thiel. Ils veulent créer des sortes de d'îles ou de cités privées. En fait, on va en revenir à l'Italie de la Renaissance, quoi. Ça sera Venise contre Florence, et toute la corruption que ça implique qui va revenir. Je veux dire, on revient je sais pas si on revient au Moyen-Âge, mais on va revenir à la Renaissance, hein. Avec toutes les trahisons que ça impliquait et tout. Donc monsieur Peter Thiel, il veut qu'on revienne à des cités-États privées, régies par des entreprises privées, hein. Et donc ceux-là, ces gens, occupent aujourd'hui les plus hautes fonctions gouvernementales. Ayant échoué à construire des institutions parallèles, ils ont trouvé plus efficace devenir l'infrastructure étatique. C'est peut-être dans le domaine des crypto-monnaies que leur réussite est la plus flagrante. Dans le cadre du Genius Act de M. Trump, les crypto-monnaies stables, les stablecoins, sont désormais érigées en infrastructure de sécurité nationale. Ce qui revient à conférer à des émetteurs privés des quasi-pouvoirs de banque centrale. D'ailleurs, quand on y pense, Trump, qui dès qu'il arrivait, et même avant, il avait pu émettre sa propre crypto-monnaie, rien que ça, il y a un conflit d'intérêts. Enfin, comment tu peux avoir le droit d'émettre ta crypto-monnaie ou quoi que ce soit de privé et de devenir président d'un pays? C'est fou. Parce que d'office, évidemment, c'est du délit d'initié. D'office, quand t'es élu, ta monnaie, elle prend plus 50%, quoi. Enfin, je veux dire, c'est mathématique, puisqu'il y a le facteur confiance. Donc voilà, ce qui revient à conférer à des émetteurs privés des quasi-pouvoirs de banque centrale. C'est pas la peine de s'esclaffer devant le pouvoir des Rockefeller, des Rothschild, etc., ou la Fed, mais voilà, Trump et tout, ils font exactement la même chose, quoi. Je veux dire, ils sont pas opposés à tout ça. Des émetteurs privés, faudrait réécouter Henri Guillemin, l'historien, sur, par exemple, la création de la Banque de France. Mais c'est exactement les mêmes mécanismes, en fait. C'est des émetteurs privés qui prennent en plus des nominations, des termes qui font croire aux gens que c'est national, alors que pas du tout. Comme la Federal Reserve américaine, hein. C'est pareil tout ça. En juin dernier, le secrétaire au Trésor Scott Bessent a évalué la demande de bons du Trésor ainsi générée à 2000 milliards de dollars. Comme les techno-autoritaires l'ont bien compris, il n'est nul besoin de gagner des élections pour exercer le pouvoir, il suffit de décrocher des contrats. Il y a peut-être aussi des présidents dans nos pays, en Europe, qui l'ont bien compris aussi, hein. Chaque appel d'offres réduit un peu plus le choix démocratique, jusqu'à ce que seules demeurent les options techniquement permises par une infrastructure mise au service des actionnaires. Vidée de son contenu, la démocratie ne survit que comme ancienne interface, conservée dans un souci de stabilité. Francesca Bria, traduit de l'anglais par Élise Roy. Excellent article. Excellent article. Et que certains d'entre vous ne me disent pas « Ah ouais, non mais alors le monde diplo et tout, ils sont de gauche. » Non, il n'y a pas de gauche, il n'y a pas de droite. Ça, c'est la vérité de la corruption. Ce qui devrait vous intéresser, c'est la vérité. Il y a des gens qui veulent pas regarder certaines vidéos de Blast parce que ils sont de gauche, machin. Non mais vous pouvez pas dire que ça n'est pas vrai. Ce qui est dit dans la vidéo, les technofascistes ont pris le pouvoir. C'est la réalité, soyez objectifs. Moi, il y a 10 ans, quand Trump était arrivé au pouvoir, je me disais, tiens, c'est louche que toute la faction opposée cherche autant à mettre des bâtons dans les roues de Trump, et du coup, je me disais, bon, ça veut dire que c'est bon signe, et que lui, il va remettre de l'ordre dans tout ça. Mais aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé, toutes ces incohérences qui, en fait, n'en sont pas, il sait exactement ce qu'il fait, il y a trop de choses que je vois se dessiner qui ne me conviennent pas du tout. Donc, restez pas bloqués sur vos croyances, et surtout, ne faites jamais confiance à des politiciens, mais de quel bord qu'ils soient. Personne n'est un sauveur en politique. Il faudrait se débarrasser de ce système où les politiciens, en fait, représentent leurs intérêts et non pas les nôtres. Voilà. Tant qu'il y aura de la corruption, ça sera pas des gens qu'il nous faudra. Je veux dire, c'est... Voilà.
peu importe gauche, droite, machin. C'est ça qu'il faut comprendre. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.